C'est une très belle réunion hybride. On est plus de 80 à distance et on doit être ici quasiment 80 dans cette salle. Et quel plaisir de voir à nouveau cette salle pleine pour cette journée bien particulière, donc autour du QR code augmenté GS1. Donc moi, je suis Cédric Lecollet et j'ai le plaisir d'animer la direction commerciale et filière depuis 8 ans avec l'équipe qui est un peu partout autour et qui sera là pour répondre à vos nombreuses questions. Vous avez des questions là, vous aurez encore plus de questions après et on est là pour collectivement répondre à ces questions. Donc j'ai le plaisir dans les 10 minutes qui viennent de présenter GS1 parce que nous sommes la génération qui va vivre le plus gros changement de GS1 dans les 10 années à venir au travers de ce petit symbole, le code barre, qui va évoluer vers cette logique de QR code augmenté. À mesure que le commerce change à très très grande vitesse, GS1, qui a 50 ans, sera là pour vous accompagner, vous acteurs de l'écosystème, à rentrer dans cette mutation, dans cette migration vers une économie forcément plus circulaire, plus durable. Et pour présenter GS1, on a toujours tendance à dire le code barre, mais le code barre, c'est deux choses. C'est un code et des barres. Et ce qu'on va réellement changer, c'est vraiment la capsule autour du code. On va lui changer son habillage et on va passer dans cette logique de QR code augmenté. Didier l'a dit et je remercie l'ensemble des intervenants et les ambassadeurs de GS1 qui ont décrit ce que c'est que GS1 parce que derrière le code barre, tout le monde ne le sait pas forcément, mais il y a une organisation. Et cette organisation, vous êtes ici au sein de GS1 France. Et cette organisation, ça fait 50 ans qu'elle accompagne les acteurs de l'écosystème. Ici, le monde des produits de grande consommation, mais aujourd'hui, on accompagne une vingtaine de filières qui ont les mêmes besoins que vous d'identifier les produits pour alimenter, pour structurer, pour fluidifier, pour automatiser leurs échanges. D'accord ? Le commerce, c'est fonction d'échange. S'il n'y a pas de règles communes, s'il n'y a pas de langage commun, s'il n'y a pas de standard commun, alors ça ne passe pas à l'échelle. D'accord ? Donc ça fait 50 ans que GS1 existe et vous accompagne. Et vous nous connaissez particulièrement en France, puisque cette idée brillante de cette organisation est née en particulier en France sous le nom de GenCode en 72. Tout le monde dans la salle et à distance connaît le mot GenCode. 72, 77, on a grandi avec des pays européens pour fabriquer EAN, European Article Numbering. Pareil, l'EAN, vous connaissez. Et on a grandi en Asie, on a grandi partout dans le monde pour fusionner avec le continent américain et le code qui s'appelle le code UPC dans les années 2000 pour fabriquer cette organisation mondiale qui est présente dans 150 pays. D'accord ? GS1 France est une de ces organisations qui est fédérée autour d'un bureau basé en Belgique. GS1 est une entreprise mondiale basée en Belgique. Et surtout, GS1 a des valeurs, a des principes bien particuliers puisque nous sommes neutres. Nous sommes là pour faciliter les échanges entre tous les acteurs. Donc, on est là pour accompagner tous les acteurs et notamment les petits. La règle de l'inclusivité est essentielle pour permettre à chaque petit acteur, au travers de ce code et de ce code barre, d'avoir accès au commerce mondial. Donc ça, c'est une grande valeur. GS1 est à but non lucratif. GS1 a été créé par vous, nos prédécesseurs, et est dirigé par vous. Il y a dans la salle des membres de notre gouvernance. Il y a 2 personnes qui ont parlé juste avant. Et ça, c'est important parce que nous opérons un système, mais ceux qui sont à la manette de ce système, ce sont les entreprises. Ça, c'est une particularité singulière de GS1 qu'il faut absolument avoir en tête. On a été créé, on est dirigé par les entreprises et on est de fait international et en même temps local. 10 milliards de bips. Nous avons un objet qui s'appelle le code barre qui est utilisé à très très haute fréquence. C'est ça qu'il va falloir que l'on change dans les années à venir et c'est forcément une mutation progressive. Ça ne peut pas se faire en mode Big Bang, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on accompagne. On a fixé une horizon de temps pour que les lecteurs de caisse puissent le lire à 2027, mais 2027 se prépare maintenant. 2027 se prépare aujourd'hui. Et on avait déjà annoncé ce QR code augmenté lors de la cérémonie des 50 ans de GS1 le 9 mars. Au passage, il y a des LSA qui sont dans la salle. En digital, on pourra envoyer la version digitale de ça. On raconte toute l'histoire de GS1 et des enjeux derrière le QR code augmenté. Donc ça, prenez-le. C'est pour vous. Il y a beaucoup d'histoires autour des enjeux, notamment autour de l'alimentation plus responsable. Emmanuel était membre de cette table ronde. La réduction des impacts des emballages, moment dans lequel vous êtes, comme nous tous, et donner plusieurs vies à des produits. Ça concerne moins l'agroalimentaire, mais identifier des produits de seconde vie et suivre
produits tout au long de leur cycle de vie, ça fait partie des enjeux nécessaires à adresser. Donc GS1, c'est ça, c'est 2 millions d'entreprises dans le monde, 10 milliards de bips tous les jours scannés, c'est plus d'1 milliard de produits avec un code barre dans le monde. Donc on est une des choses qui fait le commerce mondial. La BBC dit qu'on est une des 50 choses qui fait le commerce mondial. Et ce que nous allons faire, c'est bien changer ce symbole autour du code barre et l'amener vers le QR code. La raison d'être de GS1, elle est la même depuis 50 ans. Nous sommes là pour repérer un système d'identification, le code qu'on appelait GTIN, qu'on appelle aujourd'hui GTIN, qu'on appelait avant EAN ou GENCODE. Ce code qu'on met sous les barres, c'est le système qu'on organise au niveau GS1, au niveau international. Et c'est un système qui est là pour faciliter, pour automatiser, pour informatiser vos échanges. Et à l'ère de l'explosion de la donnée, si on participe pas, si on ne définit pas des règles communes, alors on n'arrivera pas à se comprendre. Le sujet est un sujet de passage à l'échelle et de définir des règles communes. Ce lieu-là est le lieu où vous venez régler à plusieurs des problèmes que vous ne pouvez pas régler seul. GS1 est là pour ça, d'accord ? Donc notre raison d'être, c'est bien d'identifier tout ce qui a besoin d'être identifié dans des logiques d'échange, évidemment des produits. Dans d'autres filières, on va identifier des pièces, des composants, des équipements. On identifie des entreprises et des lieux. Vous connaissez tous le cousin du GTIN qui s'appelle le GLN. Il ne peut pas y avoir d'échange DI s'il n'y a pas de GLN. Je parle à des experts. Et évidemment, tous les enjeux d'identification des unités logistiques pour structurer les échanges, qu'ils soient de nature commerciale ou transactionnelle, qu'ils soient d'ordre supply chain. On opère les supply chain depuis 50 ans partout dans le monde. Et les choses nouvelles, c'est le suivi de cycle de vie des produits. D'accord ? C'est ça la raison d'être de GS1, d'opérer un système qui vous permet d'identifier pour adresser ces enjeux. Et le côté brillant de nos prédécesseurs qui ont imaginé GS1, c'est d'avoir imaginé un système qu'on appelle agnostique. Il fonctionne de la même façon, quelles que soient les industries, quelles que soient les technologies. On parle vraiment de langage comme la première des technologies qui permet à toutes les technologies de s'opérer ou de s'interopérer. C'est ça le système GS1. Sa dimension première, c'est nous sommes là pour identifier. La raison d'être de GS1, c'est d'identifier. Et ça, c'est du code. Dessus, on y met des barres, des QR codes augmentés GS1, de la RFID dans certaines industries comme dans le textile, pour capturer ces identifiants et ensuite échanger tout un tas d'informations autour de ces produits, d'accord, ou de ces lieux. Et ça, c'est les 3 briques, les 3 étages de la fusée de GS1. Ça fonctionne de la même façon. Vous avez un plot ici dans la santé, vous avez le textile, vous avez le ferroviaire qui fait pareil, évidemment les produits de grande consommation. Ça permet, dans ce monde qui se digitalise, d'avoir un langage commun qui dépasse les filières, qui est vraiment cross-filière. Et quand il va s'agir de se connecter avec son amont, un amont du monde des PGC travaille avec plein d'industries. S'il n'y a pas de langage commun, si on ne parle pas tous anglais dans le monde, on ne se comprend pas. C'est bien ça la force du système GS1. Et je finis par cette page-là. J'ai essayé de définir une petite trajectoire pour introduire la session d'après, mais nous entrons nécessairement dans une économie qui va devoir être plus circulaire. De l'abondance à la pénurie, ce ne sont pas que des mots. C'est un moment dans lequel nous allons tous entrer. Il va falloir repenser nos façons de faire du commerce, toujours de façon efficiente, c'est ce que fait GS1 depuis 50 ans, mais de façon moins impactante, de façon plus durable. C'est ça le monde dans lequel on entre. Et le système GS1 va vous accompagner collectivement dans cette trajectoire. Historiquement, derrière le code barre à gauche inventé par IBM dans les années 70, on allait chercher le prix. Et c'est comme ça que GS1 a grandi depuis les années 70. Derrière le QR code augmenté GS1, on va toujours aller chercher le prix, mais on va devoir aller chercher un tas d'informations. Bienvenue dans le royaume de la complexité. Nous serons là pour réduire la complexité, d'accord ? En définissant ensemble, et c'est vous qui définissez ces règles-là, ce qu'on va mettre derrière et toute l'infinité des possibilités qu'on va avoir derrière ce QR code et les données. On a parlé tout à l'heure de données dynamiques. Les données de numéro de lot, les données de DLUO, de DDM vont ouvrir un champ absolument incroyable, mais il va falloir qu'on fasse ça tous ensemble parce que c'est un changement systémique. Ça ne concerne pas que le packaging, ça concerne toute l'entreprise et c'est bien ça qu'on va découvrir tous ensemble aujourd'hui avec tous les partenaires ici présents que je remercie et qui sont les experts. Donc à nous de construire cette belle trajectoire pour emmener l'ensemble des écosystèmes et vous avez ici un GS1 France qui sera très heureux de vous accompagner et toute l'équipe GS1 sera là pour ça. Je passe la main maintenant à Paul directement qui va rentrer dans le vif du sujet du QR code. Merci.
Merci beaucoup Cédric. Je vais te reprendre là. Oui, pardon. Merci. Bonjour à toutes et à tous, bonjour à distance, bonjour à tous en présentiel. Merci beaucoup pour votre participation aujourd'hui. On est vraiment ravis de vous accueillir et dans la façon dont on a préparé cet événement avec Emmanuel Troy et Sandrine Blanchemanche, on a voulu, dans ce premier temps, surtout ce matin, comprendre aujourd'hui où on en est, entre guillemets, qu'est-ce qui nous arrive, voilà, du point de vue de la consommation, du point de vue de l'industrie, de la distribution. Et donc pour ça, on va regarder ensemble quelques informations importantes qui ont fait l'objet d'une analyse par le cabinet, l'Institut d'études Résonance de M6 Publicité, auquel on a été associé, et qui nous permet de poser en fait un état des lieux sur les leviers d'engagement des consommateurs. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'on parle de changement profond, de changement de paradigme, et en quoi finalement le QR code, qui est là depuis quelques années, à partir d'aujourd'hui, va fortement impacter l'engagement consommateur. Donc l'histoire que Cédric nous a rappelée, elle a bien débuté par le code barre classique, et qui est tellement commun qu'il devient presque invisible, ou en tout cas c'est devenu un bien commun qu'on est ravi d'utiliser tous les jours, mais qui a aussi ses limites. Donc aujourd'hui, le QR code, on en parle énormément, et il y a cette dimension augmentée avec le système GS1 qu'on va vous présenter à deux voix avec Lionel, et ensuite sera parfaitement illustré par des entreprises pionnières dans la mise en place. Donc si on fait un petit point rapide, on l'a tous vécu. La crise sanitaire, ça a été le game changer, vraiment ce qui a fait que le QR code, quelque part, s'est imposé à nous comme le symbole, le format d'échange de données pour aller plus loin dans ne serait-ce que les données de santé. Et si on refait un petit pas en arrière, il y a eu 3 grandes périodes finalement. Il y a eu l'avant QR code, donc c'est tout ce que Cédric nous a rappelé avec le système d'identification internationale, la création de GS1, le déploiement dans le retail. Et 20 ans plus tard, un ingénieur japonais qui travaillait sur des technologies de marquage et d'identification, et lui aussi, il était là à travailler sur l'efficacité opérationnelle et il s'est dit c'est plus possible, on est limité en place, notre secteur automobile, il doit se réinventer, on doit aujourd'hui partager encore plus d'informations. Et donc, le QR code est né. Voilà, première fois, c'est dans le secteur automobile. Il est né en 1994 et la magie de la chose, c'est que tout de suite, il est tombé dans le domaine public puisque l'ingénieur et l'entreprise l'ont libéré. Et donc, cette licence libre a permis les premiers usages, notamment dans les secteurs techniques, dans le secteur automobile. La deuxième grande phase, c'est finalement un emparement du code barre, mais pour faire d'autres usages, aller de plus en plus vers de l'information élargie, grâce à, encore une fois, un lâcher-prise qui a permis notamment à Apple d'intégrer le système de lecture QR code dans les smartphones Apple. Et donc ça a été la deuxième grande avancée, c'est que tout le monde, dans sa poche, avait un moyen de lire du QR code et donc d'accéder à de l'information en ligne. Et voilà, la troisième grande révolution, ça a été cette démocratisation, malheureuse par la crise sanitaire, mais heureuse dans le sens où ça a permis de se rendre compte à quel point cet outil était indispensable à la nouvelle façon de communiquer. Donc, hommage quand même à celui qui l'a créé, c'est important. Je pense qu'il sera aussi rendu par l'un de nos intervenants qui l'a rencontré. J'en dis pas plus. Et donc, Masahiro Hara, qui l'a créé dans le domaine automobile, l'a dit, voilà, il était limité, il y avait possibilité d'identifier, ça c'était bon, mais partager plus d'informations à partir des symboles qui étaient en place, des codes barres, c'était plus possible. Donc il a fallu créer un nouveau format d'échange, qui est ce code barre QR code, et il s'est inspiré du jeu de Go, dont il est très familier, puisqu'il s'agit de créer une version en 2 dimensions de la façon de représenter le jeu. Et donc, pour aller plus loin, si on va dans l'étude de résonance, ce qui nous est appris en premier lieu, c'est que les Français se sont complètement emparés du QR code, les consommateurs, à partir de la crise sanitaire. Ça, c'est le premier point important. Et si on regarde les consommateurs les plus habitués à l'utilisation de QR code, 34% ont flashé un QR code au moins une fois par semaine, jusqu'à plusieurs fois par jour. Donc cette étude, elle a été réalisée en février 2023. Donc elle est vraiment très très récente. 42% d'entre eux sont dans la tranche 35-49 ans, voilà, et c'est en croissance. 27% habitent en Ile-de-France et 62% ont des enfants. Voilà. Donc ça, c'est un peu le profil type des
des habitués, de ceux qui scannent le plus des QR codes. Un autre point qui est important, c'est que quand on se met en situation, le QR code, on le scanne généralement dans un restaurant, sur l'emballage du produit, en magasin, en boutique. Voilà, c'est quand on est en contact avec le produit ou ce qu'il était avant d'être déballé. Le terrain fertile pour le retail, et ça c'est important je pense pour nous aujourd'hui, c'est que si on regarde dans quel type de magasin les consommateurs scannent, en premier et de loin, c'est en hypermarché, c'est en magasin en fait. C'est là où le contact avec le produit est le plus facilité et il y a une vraie appétence pour scanner en situation d'achat, voilà, où il y a un besoin d'information peut-être même pour déclencher l'acte d'achat et faire son choix comme le disait Frédéric. Donc voilà, si on va un petit peu plus loin maintenant sur les publicités sur Internet, ça c'était au départ c'était étonnant, rigolo et finalement ça va au-delà, hein. Il y a quand même des usages, donc il y a un engagement conso à ce côté-là. La publicité quand on va fleurir pour des pubs de régime alimentaire, de santé ou autre, on s'aperçoit que finalement c'est pas qu'un gadget. Voilà, il y a une appétence pour une partie des consommateurs à scanner ça en situation de détente ou autre, mais en tout cas on prend son téléphone, on scanne sur des pubs qui sont liées à de l'alimentation, des produits de santé, du tourisme, et dans le top 5 on retrouve aussi les produits d'hygiène et globalement les publicités de la grande distribution globale. D'accord. Alors les leviers les plus engageants, on ne va pas tous les parcourir ensemble, mais ce qu'il faut retenir, c'est que globalement le premier levier d'engagement, c'est l'engagement consommateur. C'est là où les marques sont les plus fortes et les plus présentes, c'est quand elles veulent offrir des avantages aux consommateurs et quand il y a un principe de rétribution, d'avantages aussi pour les consommateurs. Proposer des tutos pour maximiser l'expérience produit, enfin tout le monde a eu l'expérience peut-être même une fois de bricolage, voilà, on est un peu seul des fois, on est ravi de retrouver la notice ou des conseils pour monter son meuble ou autre. Enrichir l'expérience grâce à un contenu exclusif ou inédit, ça c'est de plus en plus présent, mais voilà, le produit en lui seul, Frédéric l'a rappelé, il est limité, on ne peut pas tout dire sur un facing de produits. Donc il faut aller au-delà, et le QR code a vraiment un impact pour aller chercher des contenus en ligne qui sont liés aux attentes des consommateurs. Voilà, renvoyer vers des contenus sur la réalité virtuelle aussi, ça arrive, voilà, en termes d'expérience consommateur, c'est quand même intéressant, etc., etc. Donc tout n'est pas du ressort de l'engagement consommateur. Il y a aussi des expériences qui sont proposées autour de la traçabilité et de la lutte anti-contrefaçon, par exemple. Mais le dernier est intéressant aussi sur l'apport de preuves sur les engagements de la marque pour rassurer l'utilisateur. Voilà, il y a l'information produit, la data produit, une fois qu'elle est partagée et que la marque en est bien à la source, voilà, c'est un vrai gage de réassurance des consommateurs. Ça, c'est hyper intéressant. Et enfin, très important pour vos marques, tout ce qui touche au brand equity, ça c'est extrêmement important. Donc le QR code, il intervient vraiment dans sa pertinence et sa performance sur votre brand equity au service de l'innovation, de la proximité et de service. Et donc on voit que les contenus sont perçus comme modernes, innovants, et ils suscitent vraiment l'intérêt pour aller plus loin sur l'histoire du produit et ce qu'il est. Un dernier point, quelque part, un petit peu statistique, et qui est très frais. Avec notre équipe, on a réalisé un store check en partenariat avec Carrefour il y a un bon mois maintenant, à Montesson, dans l'hypermarché. Et en fait, ce qui ressort sur les 2500 produits de grande consommation qu'on a vérifiés, hein, donc on allait en magasin, on a pris le produit, on a regardé s'il y avait un QR code ou pas. Voilà, ce qui en ressort, c'est que sur les 2500, il y a 323 références qui ont un QR code, alors qui, pour la très très grande majorité, n'est pas un QR code augmenté GS1, mais la première information à se partager aujourd'hui, c'est qu'il y a déjà des QR codes existants marqués sur les packaging. Donc ça représente à peu près 13% de l'ensemble des produits qu'on a vérifiés. Et donc ça représente 275 marques. Et sur l'ensemble de ces marques, il y en a 3 véritablement qui on a contrôlé que c'était effectivement, il y avait des QR codes augmentés GS1. Voilà. Donc ça démarre, c'est absolument le début, mais il y a déjà des premiers QR codes augmentés GS1, notamment dans les cosmétiques et l'hygiène. Et donc ça représente toute cette ventilation en termes de secteur d'activité, de type de produit. Et la plus grande représentativité à plus d'un tiers, c'est les vins et spiritueux, où là, il y a en nombre des produits, c'est assez fréquent, hein, presque une référence sur 3, une référence sur 3 sur ce panel-là, on va retrouver du QR code. Voilà, donc quelques données chiffrées pour se poser, mieux comprendre aujourd'hui, maintenant, et se projeter dans demain, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Et ce qui est important, c'est que le standard qui va permettre
de créer une nouvelle forme de relation avec notamment les consommateurs. Il existe, on l'a dit ce matin, c'est le QR code augmenté GS1. Donc vos enjeux que vous partagez tous, et on aura l'occasion de se les partager tout au long de la journée et plus tard, sont liés à la traçabilité, les politiques RSE, l'engagement consommateur, la sécurité, etc. etc. Donc il y en a de nombreux, il y a beaucoup d'enjeux. Maintenant, ce qui est bien, c'est qu'on est en capacité de pouvoir accompagner graduellement, comme le disait Cédric, cette transformation avec la migration progressive du code barre classique vers le QR code augmenté. Et ce qu'on propose finalement, c'est, et c'est là où l'organisation GS1 a eu un rôle important, ça a été de marier en fait des technologies qui étaient déjà là, depuis 50 ans pour le code barre, une trentaine d'années pour Internet. On les a mariés, voilà, on les a fait se rencontrer. Et en fait, c'est ça. Le QR code augmenté GS1, c'est la possibilité d'intégrer le langage, le système GS1 à l'intérieur d'un QR code, et donc d'augmenter les passages à l'échelle des cas d'usage et toutes les possibilités que vos marques veulent débloquer grâce à cette rencontre heureuse. Et donc, je vais, pour aller un petit peu plus loin sur la partie technique, faire appel à Lionel, qui est notre expert. Merci Paul. Et bonjour à toutes et bonjour à tous. Avant ça, j'aurais peut-être faire un petit questionnement. QR code. Qu'est-ce que veut dire le Q et le R? Qui se prononce? Quick Response. Trop facile. Merci monsieur. Donc voilà, donc c'est bien le Quick Response Code. Donc quand on dit ça, vous avez bien l'information plus lisible, donc plus fiable, et même vitesse de scan. Donc c'est une vitesse de scan importante. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est le mariage qu'a dit Paul. Un mariage entre un QR code et une information qui est encapsulée dans le QR code, le GS1 Digital Link. On va voir après dans la slide suivante ce que ça veut dire, mais en tout cas, c'est important de le comprendre. Le GS1 Digital Link est la force du standard. Le QR code est une reprise d'un existant que Paul a déjà expliqué. On encapsule les deux, ça fait le QR code augmenté GS1. Donc, l'information qui est importante aussi à comprendre, c'est on encode de l'information, on ne refait pas la roue, on reprend les informations de base que vous connaissez tous autour de GS1, des identifiants. L'important aussi, c'est que ce QR code il est plus petit qu'un EN13, donc il prend moins de place sur un packaging. Sachant que je reviens d'une réunion avec un grand industriel, c'est important la place sur un packaging. Il n'y a pas beaucoup de place. Donc le QR code, justement, il a l'avantage de ne pas prendre beaucoup de place. Et en plus, il est plus fiable parce qu'il peut aller jusqu'à 30% de dégradation et pour autant, vous pouvez quand même le lire. Donc voilà, c'est quand même quelque chose de très important. Et puis dans le Digital Link, il y a toute la partie où, je vais tout simplement aller sur la slide suivante. Voilà ce que c'est qu'un Digital Link. Donc c'est quoi? C'est l'alliance des identifiants GS1 avec un nom de domaine. Un nom de domaine vous permet d'aller sur une page Internet. C'est une URL. Une URL, comme il existe beaucoup aujourd'hui dans les QR codes. Vous avez beaucoup de QR codes sont mis en place, je les ai vus précédemment. Quand on scanne un QR code, on va sur une page Internet. Donc le Digital Link, il a l'avantage de à la fois avoir ce nom de domaine et de porter les informations GS1. Donc, double rôle. Premier rôle, je passe à la caisse. Comment je passe à la caisse? Je prends que l'information du GTIN, qui est le N13. Je prends cette information-là, donc si je fais ça, je fais un appel prix. Exactement comme c'est le cas avec le N13 aujourd'hui. Mais en plus, je peux porter d'autres informations qui sont utiles dans le monde de la grande consommation. Le numéro de lot, la date de péremption et bien d'autres. Numéro de lot, ça veut dire quoi? Ça veut dire blocage à la caisse quand il y a un problème sur un produit. Date de péremption, ça veut dire quoi? Ça veut dire potentiellement des offres à la caisse parce que la date de péremption est proche de la fin. Il y a moult applications possibles à travers ça. Donc la puissance de ce QR code, c'est quoi? Je sais passer à la caisse, je donne de l'information supplémentaire et en plus, une fois que j'ai fait cet aspect, enfin ce côté offline, c'est-à-dire je suis lu par un lecteur, je peux créer un lien pour donner de l'information supplémentaire à mon consommateur, moi qui suis marque. Je crée un lien comment? Avec une URL, une page Internet où je donne du contenu. Voilà la force de ce QR code augmenté GS1, c'est l'alliance d'un Digital Link, donc d'une information standardisée, où on réutilise exactement la même grammaire, le même dictionnaire qui existe déjà aujourd'hui,
Si vous faites de la logistique, vous savez très bien qu'un GS1 128 va porter les mêmes informations, les fameuses balises. Donc c'est la même chose. On ne prend pas différemment, on fait la même chose, on prend les informations. Donc du coup, un Digital Link, c'est ça. Et c'est lu par des lecteurs. Ce qui est bien aussi, enfin comprenez bien aussi que quand on a pris le QR code et qu'on l'a choisi, c'est que c'est lu nativement par un téléphone portable. Il n'y a pas besoin d'application. Vous prenez un téléphone portable, vous prenez l'appareil photo du téléphone portable, vous le scannez. Et vous allez avoir une page internet qui va s'ouvrir. Pas besoin d'app. Et donc les applications, ben voilà, comme je le disais, de trois sortes. La première, évidemment, le scannage. On scanne à la caisse pour avoir des informations, pour pouvoir vendre son produit. La deuxième, pour avoir un lien Internet, une page Internet, du contenu, c'est le rôle de l'URL. La troisième application possible, le troisième usage, ça serait via ce qu'on appelle un résolveur. Donc un résolveur, il faut le voir comme un aiguilleur. Le rôle du résolveur, et là c'est, je pense, important parce que vous avez quasiment tous des pages Internet déjà existantes, le rôle du résolveur, c'est de faire une redirection de lien. Comprenez bien qu'aujourd'hui, quand on va appeler ce fameux lien GS1 Digital Link, qui est un lien vers une page web, il y a une structure. Si vous ne passez pas par un résolveur en redirection de lien, vous devez repenser tous vos liens Internet que vous avez déjà vous mis en place pour vos pages, puisque ce n'est pas la même structure que votre page de base. Donc une redirection de lien est importante. Deuxième rôle du résolveur, il va gérer les langues. C'est-à-dire, en gros, si je suis en Angleterre et que je vais commercer ou je vais acheter un produit, je vais aller vers une page anglaise, même si ma marque, elle est française. Troisième niveau, je sais mettre du contexte. L'endroit où j'ai scanné, l'endroit où je suis, tout ça fait qu'à un moment donné, quand je suis en magasin, je scanne le produit, c'est pour un but, je l'achète. Quand je suis chez moi, je l'ai déjà acheté. Donc quand je suis chez moi, je n'ai pas besoin d'avoir les mêmes informations que quand je dois l'acheter. J'ai besoin d'avoir des informations sur comment je vais l'utiliser, comment je vais le recycler, quels sont les ingrédients à l'intérieur du produit, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je dois interagir avec ce produit-là. Donc on n'est pas dans le même contexte. Donc le rôle du résolveur, c'est aussi de vous apporter ce contexte-là. Le résolveur est un standard GS1 qui est utilisable dès maintenant. Je vous rappelle quand même que GS1 n'est pas un offreur de solutions. On délivre des spécifications techniques et les offreurs de solutions les mettent en place. D'où l'importance des offreurs de solutions chez nous. Ce sont des vrais ambassadeurs. Est-ce que vous avez des questions? On peut faire une zone de questions. Je te laisse la main. Merci beaucoup. Merci beaucoup Lionel. Merci. Voilà, petit à petit, on commence à mieux appréhender le QR code augmenté GS1 et voilà, c'était une première mise en bouche et après on va voir les exemples pratiques grâce à nos intervenants entreprises dans un instant et offreurs de solutions. Donc voilà, si on devait résumer un petit peu les avantages, il y a une question forte en fait sur le QR code augmenté qui est liée à la viabilité. C'est mon entreprise adhérente à GS1 depuis parfois des dizaines d'années a déjà mis en place ce système d'identification. Il est impératif que nos adhérents continuent à capitaliser sur tous les investissements passés, réalisés pour mettre en place ce système d'identification et déclencher l'échange de données, le marquage colis, etc. etc. Donc ça, on vous permet de continuer à utiliser le système GS1 pour aller plus loin à partir du même identifiant. Et ça, c'est extrêmement important. Vous pouvez faire plus avec l'existant. Voilà. Et l'autre point qui nous tient à cœur, parce que vous êtes nombreux à de plus en plus nous en parler dans le cadre des webinaires et des formations qu'on fait, c'est la question de la désirabilité de vos marques. Voilà. Pourquoi ? Parce que la donnée produit que vous créez à la source, c'est aujourd'hui un moyen extraordinaire de créer une nouvelle forme de relation en fonction des différentes attentes, si nombreuses soient-elles, de vos segments consommateurs, et qui c'est extrêmement puissant. Voilà. Lionel vient de le présenter, et on va faire une petite démo ensemble dans un instant. Il est possible d'adresser, avec le QR code augmenté GS1, des contenus différenciés en fonction des besoins des consommateurs et de ce que les marques et ceux qui vont créer des applications sur la base du GTIN, du produit, avec le QR code augmenté GS1, vont mettre à disposition des consommateurs. Donc il y a une vraie relation de plus en plus personnalisée qui va s'installer avec les consommateurs grâce à ce nouveau standard.
ce qui nous semble important aussi de partager aujourd'hui, et quelque part dès maintenant, c'est cette vision progressive, en tout cas de la transition progressive qu'on va mettre en place ensemble. Voilà. On l'a dit à plusieurs reprises déjà ce matin, et je pense qu'on ne répétera jamais assez. Ce n'est pas un bing bang en one shot où on va passer de l'EN13 au QR code augmenté GS1. Ça va se faire de façon progressive. Donc aujourd'hui, on reste dans des usages du code barre assez classiques pour le passage en caisse, la préparation de commandes, du scan via les applis, etc. sur de l'EN13. Et en fait, pourquoi c'est intéressant d'ores et déjà de vous en emparer du QR code augmenté GS1 pour l'engagement consommateur, c'est que techniquement c'est prêt, et c'est qu'il y a déjà des marques qui ont cette stratégie d'apporter du contenu avec le système GS1. Et donc en le faisant dès maintenant, vous serez prêt pour le passage en caisse à fin 2027. Et entre-temps, on pourrait développer ensemble d'autres cas d'usage. Donc on a essayé de le représenter de cette façon-là. Aujourd'hui, on reste dans une période avec de l'échange de données statiques associées au GTIN. Et en fait, on estime que, de par les échanges qu'on a eus avec vous, d'ici 2025, on va s'opérer cette transition du domaine de l'échange de données statiques à des données dynamiques associées au numéro de lot, associées aux dates de péremption, pourquoi pas à la sérialisation de certains produits, et donc débloquer d'autres cas d'usage. Et donc, on a au moins 2 ans là pour préparer tous les cas d'usage liés aux engagements consommateurs et préparer, anticiper ceux qui vont amener vos entreprises à rentrer dans une logique dynamique de l'échange de l'information associée aux produits. Toujours associé au GTIN avec des informations dynamiques comme le numéro de lot et les dates. Voilà, qu'on ne va pas regarder tous les cas d'usage ensemble, mais voilà, on va passer de cette logique linéaire à une logique de plus en plus circulaire, notamment grâce au QR code augmenté GS1, parce qu'il va permettre l'apport de données, notamment des données de recyclabilité, des données de compostabilité, etc., ou de traçabilité, associées à une finesse d'information associée aux produits et au lot de ces produits. Alors, on va se mettre un petit peu en jambes ensemble, on va regarder, on va expérimenter ce que c'est que ce QR code augmenté GS1 sur le premier terrain de jeu qui est celui de certaines de vos entreprises ici aujourd'hui, l'engagement consommateur. Donc, ce que je vous propose, je vais faire le test pour nous tous. Je vais scanner le code barre. Et donc, le point de départ, c'est nous, tous, à distance, ici, en tant que consommateurs. D'accord ? Donc là, on est en situation consommateur, on va scanner un premier code barre. Donc, vous voyez, vous le faites avec moi. Donc sur l'écran à droite, vous voyez, et on ne peut pas davantage augmenter la taille de la fenêtre, mais globalement, pour l'expérience, ce qu'on voulait d'abord vous montrer, c'est qu'en scannant un QR code augmenté GS1, on peut arriver à différents contenus en fonction de qui on est. Là, dans l'expérience qu'on va faire dans un premier temps, on va se mettre dans la peau, hop là, tac, du consommateur. Donc, je vais reprendre l'appareil photo, tac, et je vais scanner ce code barre. Donc le QR code augmenté là en tant que consommateur me ramène vers une page produit, voilà, avec le visuel du produit, je retrouve son identifiant GS1, le GTIN, et j'ai des données déjà d'informations qu'on peut retrouver en partie déjà parce que réglementaire sur le packaging, et d'autres informations. Donc je vais regarder les informations nutritionnelles parce que ça m'intéresse. Voilà, je peux les parcourir. Je peux revenir parce que j'ai vu qu'il y avait à disposition des informations de traçabilité et de sécurité, et ça m'intéresse beaucoup. Là, sur le produit qu'on regarde, sur ce risotto, moi, ce qui m'intéresse, par exemple, c'est de regarder ce qui s'est passé au niveau de l'inspection ou de la récolte. Voilà, la récolte, je vois que elle a été faite dans cette entreprise italienne qui est identifiée elle-même par un code GS1 qu'on appelle le GLN, le Global Location Number. Donc, j'ai des informations assez intéressantes sur la traçabilité, et puis comme j'aime ça, je vais aussi faire un petit peu de cuisine, et donc je vais faire mon risotto avec la proposition culinaire qui est faite par la marque. Ça, c'est des types de contenus que auxquels les consommateurs peuvent accéder. Si maintenant je me place dans la peau d'un distributeur, donc là, sur la base du même QR code augmenté GS1, du même identifiant mis en place par la marque, le distributeur, dans le cas où ce n'est pas sa marque de distributeur, mais là c'est la marque de l'industriel, lui veut apporter aussi de l'enrichissement d'informations liées à ses conditions au prix, à des informations spécifiques. Donc le distributeur peut évidemment développer son application consommateur, et donc on va se mettre en situation, donc je vais scanner
le deuxième code barre à l'écran, start, hop, je vais me rapprocher, hop. Voilà. Donc ce que vous voyez à l'écran à droite, c'est la page, là je suis dans l'environnement application du distributeur en tant que consommateur, et j'accède au ranking du produit, à son prix. Voilà, c'est l'enseigne qui me dit que ce paquet de risotto c'est 4,29 €, et je peux avoir des informations de cross-selling. Pareil, je répète les informations ingrédients allergènes, et ce qui est intéressant, c'est voilà, il y a des promos. Bah, je vais gérer mes promos conso comme ça aussi. Donc voilà, on a un symbole unique, le QR code augmenté GS1, qui embarque à minima le GTIN du produit, identifiant, et après, chaque acteur peut venir apporter sa différenciation, les contenus qui importent par rapport à sa relation avec les consommateurs. Et on aura l'occasion de regarder ça un petit peu plus dans le détail grâce au témoignage de nos intervenants. Voilà pour cette première expérience. Bien évidemment, le support vous sera transmis, vous pourrez la refaire avec vos équipes, et on sera là aussi pour la refaire avec vous.